Nous sommes le 11 novembre 2000 et les sports d'hiver battent leur plein dans le pittoresque village alpin de Capren. Le funiculaire de 9 heures transporte 161 passagers sur la voie escarpée menant aux pentes du mont Kitzsteinhorn. Après seulement quelques centaines de mètres, le train disparaît dans le tunnel menant à la station Sommittal. C'est un trajet qui ne devrait pas durer plus de 10 minutes, mais la rame n'arrive pas. À la place, le courant est coupé et le contact avec le conducteur est perdu. Impossible désormais de savoir ce qui se passe dans le tunnel. Environ 20 minutes plus tard, d'épais nuages de fumée noire s'échappent de l'extrémité supérieure du tunnel dans la station Alpine Center. Quelque chose brûle à l'intérieur. Si c'est le train, tous les passagers et le conducteur sont coupés du monde, au cœur de la montagne. Un piège dont il est presque impossible de s'échapper. Au final, seuls 12 passagers ont défié leur instinct pour échapper à la catastrophe de l'incendie de Capren. Ils ont évité une tragédie que personne n'avait vue venir, causée par un détail mortel apparemment anodin. Le risque d'incendie dans le tunnel était presque nul. Aucun accident similaire n'a jamais eu lieu sur une remontée mécanique autrichienne. Il n'y avait rien dans le tunnel, ni dans le funiculaire pouvant déclencher l'incendie. Le funiculaire Gletscherbahn ne possédait ni moteur, ni réservoir de carburant, ni équipement ferroviaire classique. À l'aide de câbles en acier, 2 trains circulant en sens opposé sont tractés par un puissant système de treuils motorisés. L'Autriche compte plus de 20 de ces chemins de fer, dont le Gletscherbahn Kaprun II, construit en 1974 et modernisé en 1993. La voie unique mesurait 4265 yards de long, dont 3600 yards se trouvaient dans le tunnel. Alors qu'un train monte, l'autre descend sur la même voie, se croisant à l'évitement. Chacun des 2 trains était composé de 2 wagons avec 8 compartiments pouvant accueillir jusqu'à 180 passagers. 2 cabines étaient installées de chaque côté pour les agents chargés d'ouvrir et fermer les portes. La majorité des passagers du train ce jour-là étaient des habitués de la station de ski de Capren et avaient déjà pris le funiculaire plusieurs fois. Ainsi, aucun ne soupçonnait que le train tomberait en panne ni qu'il prendrait feu. Ce trajet allait briser toutes leurs certitudes. Thomas Kroos, un passager du compartiment le plus à l'arrière, fut le premier à remarquer que quelque chose de louche se passait. Après seulement 20 mètres sur la voie, il a vu de la fumée s'échapper du tableau de commande dans la cabine vide du conducteur derrière lui. Alors que le train continuait de monter, la fumée devenait de plus en plus intense. Elle est alors apparue dans le compartiment, rendant les gens nerveux. Lorsque le train est entré dans le tunnel, l'anxiété dans le compartiment s'est transformée en panique. Un incendie était sur le point de se déclarer. Pris de panique, les passagers ont commencé à frapper sur les parois du compartiment. Impossible d'alerter le conducteur à l'autre bout du train. Le funiculaire n'était pas équipé d'alarmes incendie, de système d'interphone ou de frein d'urgence. Malheureusement, le conducteur ne pouvait pas entendre ces appels à l'aide. Un passager a tenté d'appeler le poste de contrôle avec son portable, mais il n'y avait pas de réseau dans le tunnel. Le train continuait de monter sur les rails et de s'enfoncer plus profondément dans le tunnel non éclairé. Comme on le craignait, le feu a démarré et s'est propagé dans la cabine du conducteur, inoccupée à l'arrière. Puis, 4 minutes après avoir quitté la gare et à 650 yards à l'intérieur du tunnel, le train s'est soudainement arrêté. Les passagers pensaient vain que le conducteur était au courant de l'incendie, croyant qu'il avait arrêté le train pour évacuer, mais ce n'était pas le cas. Les portes ne s'ouvraient pas. Toujours inconscient de l'incendie, le conducteur était perplexe face à l'arrêt du train. Ce n'est pas lui qui l'a fait, ni ses collègues du centre alpin au sommet. L'incendie a brûlé les conduites du système de freinage hydraulique, déclenchant automatiquement les freins. Paradoxalement, le système conçu pour prévenir les catastrophes avait enfermé les passagers dans un piège mortel. Ils se trouvèrent à l'intérieur du train en feu, au milieu d'un tunnel long de 3600 yards. Les portes restant fermées et la fumée envahissant, les passagers du dernier compartiment ont cherché une issue. Malgré tous leurs efforts, il n'y avait aucun moyen d'ouvrir les portes. Erwin Gates, constructeur, a frappé les vitres avec son bâton de ski pour tenter de les briser. Un exploit quasi impossible, car les vitres étaient en acrylique anti-choc. C'était une course contre la montre alors que le feu gagnait le compartiment.
Gates frappait de toutes ses forces et a finalement réussi à fissurer la vitre. Le soulagement n'a duré qu'une seconde lorsque Gates a découvert une autre couche de verre acrylique derrière celle qu'il venait de briser. Le combat a continué. Plusieurs passagers s'étaient déjà évanouis après avoir inhalé de la fumée toxique. Finalement, la fenêtre s'est brisée et les gens ont commencé à s'échapper du train en feu. Après 4 minutes, le conducteur a compris la situation et a contacté la poste de service pour demander de l'aide. On lui a ordonné d'ouvrir toutes les portes immédiatement et de laisser les passagers s'échapper. Après le message, la communication a été coupée. Pour compliquer les choses, le système hydraulique ouvrant les portes est aussi tombé en panne. Malgré tous les efforts du conducteur, les portes refusaient trop de s'ouvrir. La fumée envahissait les autres compartiments et ce n'était qu'une question de temps avant que le feu ne dévore tout le train. Heureusement, le conducteur est resté calme et a pu quitter sa cabine pour actionner le verrou manuel. Il a réussi à ouvrir toutes les portes, permettant aux gens de quitter le train. Ce fut un moment de soulagement pour tous les passagers qui ont échappé au train en flammes juste à temps. Pendant un instant, il a semblé que la catastrophe avait été évitée, et cela aurait été le cas si les passagers n'avaient pas commis une erreur fatale. Dans l'obscurité totale et avec leurs chaussures de ski aux pieds, les passagers ont essayé de s'éloigner du feu, alors ils ont grimpé la pente. Alors qu'ils peinaient à avancer dans le tunnel, ils n'ont pas remarqué que toute la fumée allait dans la même direction. L'angle raide de 30 degrés du tunnel de Capran a créé un effet de cheminée, ce qui a fait monter toute la chaleur et la fumée vers le haut. Aucun des passagers qui sont montés le long des rails n'a survécu. Le nuage de fumée était trop épais et la concentration de monoxyde de carbone était trop élevée. Personne n'a pu atteindre la fin du tunnel qui se trouvait à près de 3000 yards. La majorité a suffoqué à moins de 15 mètres du train. Seul un groupe de 12 passagers du compartiment le plus à l'arrière a réussi à échapper au brasier. C'est un pur coup de chance que parmi eux se trouvait le pompier volontaire Thorsten Gradler, qui avait suffisamment d'expérience pour savoir qu'il devait le descendre au-delà du feu. Il a crié aux autres passagers « Je connais les cheminées, et quand on ouvre le conduit, le feu monte vers le haut, donc il faut descendre. Tenez-vous la main. Croyez-moi, il faut qu'on descende. » Avec Gradler en tête, 12 passagers ont dépassé la cabine du conducteur en feu et ont atteint la zone sans fumée sous le train. Ils ont dû marcher lentement à cause du poids des chaussures de ski. Bien qu'ils aient échappé à la mort, à la fumée et aux flammes, l'agonie du groupe ne s'est pas terminée. Ils ont dû parcourir 650 yards de la voie à l'intérieur du tunnel. Avec l'incendie qui faisait rage, il y avait le risque que le câble de traction casse et que le train leur tombe dessus. Heureusement, cela n'est pas arrivé et le groupe a atteint l'extrémité inférieure du tunnel. Ils étaient survivants. Les 150 personnes restantes, y compris le chef de train, sont mortes asphyxiées en montant dans le tunnel. Malheureusement, 5 décès supplémentaires ont été recensés. À l'intérieur du train jumeau qui arrivait en sens inverse, il y avait 2 personnes, un chef de train et un passager. Eux aussi n'ont pas réussi à échapper à la fumée et sont morts asphyxiés. La fumée s'est rapidement propagée et elle s'est répandue loin. Finalement, elle a atteint le centre alpin au sommet, où le personnel a tenté de rétablir le courant. Lorsqu'ils ont remarqué la fumée provenant du tunnel, ils ont donné l'alerte à l'intérieur de la gare et du centre commercial adjacent. En fuyant pour survivre, les employés ont laissé la porte de secours ouverte, accentuant l'effet de cheminée dans le tunnel. Cela a attisé l'incendie dans le tunnel et a amené davantage de fumée dans la gare. À ce moment-là, le poste de service situé en bas à Capron avait déjà alerté les pompiers locaux. En une demi-heure, 500 pompiers, 22 hélicoptères et 100 véhicules de secours sont arrivés sur les lieux. Des hélicoptères ont amené les pompiers au sommet, qui se sont rués dans la station pour secourir les personnes à l'intérieur. 4 membres du personnel sont restés à l'intérieur après l'évacuation, inconscients à cause de l'inhalation de fumée. Les pompiers les ont tous sortis, mais il était trop tard pour 3 d'entre eux. À l'arrivée des secours, le train était totalement en flammes. Aucune chance d'atteindre l'autre côté. Les pompiers ont arrêté les sauvetages à cause du risque que le câble de traction casse et fasse redescendre le train sur la voie. Au total, 155 personnes sont mortes, y compris des enfants. La plupart des victimes étaient des touristes d'Autriche et d'Allemagne. D'autres venaient du Japon, des États-Unis, de Slovénie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République tchèque.
Parmi les victimes se trouvait la championne du monde de ski acrobatique Sandra Schmid et le septuple médaillé olympique des sourds Joseph Schalper. La nation était impatiente de savoir comment cela avait pu arriver, d'autant plus que les responsables affirmaient qu'une telle chose était impossible. Alors qu'est-ce qui a causé l'incendie ? La réponse est plutôt étrange. Seulement 4 jours après l'accident, le juge d'instruction du tribunal de Salzbourg avait nommé un expert, Anton Mur, pour enquêter sur l'affaire. Le ministère de l'Intérieur avait également envoyé une unité du centre médico-légal KTZ pour enquêter sur la scène de l'incendie. Malheureusement, l'objet de l'enquête avait entièrement brûlé, ne laissant aucune trace. Ainsi, le train jumeau a servi à identifier l'origine de l'incendie. Les enquêteurs ont basé leurs recherches sur le témoignage de Thomas Cross, qui affirmait que la fumée provenait du tableau de bord de la cabine du conducteur à l'arrière du train. En général, les funiculaires sont conçus sans éléments pouvant causer un incendie, ni moteur ni réservoir de carburant. Après inspection, il a été déterminé que seul un radiateur d'appoint dans la cabine aurait pu provoquer l'incendie. Il s'est avéré que personne n'avait envisagé qu'une installation apparemment aussi anodine pouvait finir par incendier tout le train. Le radiateur est devenu le centre d'une enquête plus approfondie puisque les 2 trains étaient équipés du même appareil. Celui du train jumeau a été retiré et emmené au laboratoire KTZ à Vienne. Les enquêteurs ont déterminé que l'élément chauffant du radiateur était probablement à l'origine de l'incendie. Ils croyaient qu'il s'était détaché, touchant le boîtier en plastique et l'avait enflammé. Le feu s'est propagé lentement, alimenté par des matériaux inflammables dans le tableau de bord. Il a rongé les conduites du système hydraulique de 42 gallons américains qui ont fini par éclater. L'huile libérée et le revêtement de sol en caoutchouc ont alimenté l'incendie qui s'est propagé dans la cabine puis dans tout le train. Le ventilateur controversé a été installé en 1993 lorsque le funiculaire a été modernisé. La procureure publique de Salzbourg, Eva Denninger-Soriat, s'est appuyée sur les rapports déposés par Mur et l'équipe KTZ pour établir l'acte d'accusation contre 16 personnes, 3 directeurs de Gletscherbahn et Capron AG, la société responsable du funiculaire, 2 directeurs généraux de l'entreprise autrichienne Swoboda, Karasori et Stahlbauer GmbH. L'entreprise qui a réalisé les travaux de modernisation et installé les radiateurs soufflants en 1993, 3 employés de l'entreprise allemande Amannsmann Rexroth AG qui ont installé les conduites hydrauliques. 3 responsables du ministère des Transports qui avaient délivré la licence d'exploitation ferroviaire. 2 inspecteurs de l'association de contrôle technique TÜV qui ont approuvé le train. Et 2 techniciens ainsi qu'un constructeur qui ont installé la porte de secours au centre alpin. Le procureur était déterminé à trouver les responsables de la mort de 155 personnes dans la tragédie la plus dévastatrice en temps de paix de l'histoire autrichienne. Le procès a commencé le 18 juin 2002. Le procureur a affirmé que les accusés avaient commis plusieurs négligences lors de la conception et l'inspection du train. L'argument principal était que le radiateur soufflant, Fakir Obi TLB, était destiné à un usage domestique et que le manuel précisait explicitement qu'il ne devait pas être utilisé dans des véhicules. Ainsi, le radiateur n'aurait jamais dû être installé. La proximité des conduites hydrauliques n'a fait qu'augmenter le risque d'incendie. De plus, aucune mesure de sécurité n'était présente sur le funiculaire. La conception entière relevait d'une grave négligence. Le procureur a mis en jeu la réputation du système de transport par câble autrichien et de toute l'industrie touristique. C'était un défi audacieux lancé au système. Le long processus a été marqué par de nombreuses controverses. En 2009, les médias allemands ont rapporté la prétendue manipulation de la procédure par le ministère de l'Intérieur et le tribunal de Salzbourg. L'attention s'est portée sur le rapport et le traitement de l'expert, Anton Mur, qui avait été nommé par le juge d'instruction Manfred Seitz. Par exemple, lorsqu'il est arrivé sur les lieux de l'enquête, Mur s'est vu refuser l'accès au tunnel. Lorsqu'il a finalement pu y entrer, les enquêteurs du centre KTZ avaient déjà emporté les preuves. Mur n'a reçu le radiateur soufflant qu'en mars 2000, soit 4 mois après l'accident. Par-dessus tout, le tribunal de Salzbourg a complètement négligé un rapport de 54 pages déposé par l'expert. Dans son rapport, Mur a noté des traces d'huile hydraulique dans le boîtier du radiateur. Il a également trouvé des traces de laine minérale isolante que les techniciens de la Gletscherbahn avaient utilisées pour remplir les cavités entre les panneaux de bois intégrés.
Enfin, Muir a été celui qui a souligné la proximité des conduites hydrauliques comme un facteur essentiel dans le déclenchement de l'incendie. Durant le procès, les avocats de la défense ont pu attaquer Muir de façon persistante, ce qui a affecté sa santé mentale. À un moment donné, le tribunal a découvert que l'expert avait consulté un psychiatre et a ordonné son examen psychiatrique. Comme on lui avait diagnostiqué un syndrome dépressif prononcé, le tribunal a relevé Muir de ses fonctions. Selon des sources d'information, l'expert a déclaré « C'est tellement sale au tribunal, je ne peux plus le supporter ». Avec Muir écarté, les autres experts sont restés impliqués dans le processus et ont minimisé les conclusions de son rapport. Le 19 février 2004, après presque 2 ans, le processus tumultueux a pris fin. En revanche, le verdict choquant du juge Manfred Seitz a ouvert un tout nouveau chapitre de l'histoire. Il a été constaté que le chauffage contesté portait les marques de sécurité nécessaires et avait été installé conformément aux normes légales de l'époque. Ni Swoboda, ni les employés qui ont installé les conduites hydrauliques n'étaient au courant de son installation. L'enquête a aussi montré qu'il n'y avait pas eu de fuite d'huile dans le système hydraulique. Le train lui-même a été inspecté selon le calendrier et la porte de secours du centre alpin a fonctionné comme prévu. Ainsi, il n'y avait, je cite, aucune indication ni inquiétude que les funiculaires puissent être dangereux en termes de protection contre l'incendie. Les 16 accusés ont tous été acquittés des charges retenues contre eux. Le verdict a choqué le procureur, les familles des victimes et le public autrichien. 155 personnes sont mortes et personne n'a été tenu pour responsable. Selon le juge Seitz, je cite, « Dieu a éteint la lumière dans le tunnel pendant quelques minutes. L'accident était imprévisible, car rien de tel ne s'était produit auparavant. » Et c'était tout. Affaire classée. Puis les directeurs de Gletscherbahn et Capron AG ont commis une erreur qui a semé le doute. Il semblait que tout le procès était une dissimulation orchestrée. Après avoir été acquitté, la direction de Gletscherbahn et Capron AG a intenté un procès contre le fabricant du radiateur en cause, la société allemande Fakir. Cependant, ce à quoi ils ne s'attendaient vraiment pas, c'est que le parquet de Salzbourg transmettrait l'affaire à leurs collègues en Allemagne. Ainsi, en novembre 2005, le parquet de Heilbronn a repris l'affaire et a demandé à l'Institut médico-légal KTI de l'Office d'enquête criminelle de l'État à Stuttgart de relancer l'enquête. Ils voulaient en faire un travail approfondi. Ils ont d'abord demandé la livraison d'un radiateur soufflant du train jumeau pour examen. À la réception, ils ont constaté qu'il manquait un dôme de fixation sur l'élément chauffant, censé avoir lâché. Ce n'était que le début d'une série de découvertes choquantes par les enquêteurs allemands. Après cela, la vérité a commencé à se dévoiler. Ensuite, ils ont révélé que le radiateur avait été démonté avant l'installation. La partie avant et la partie arrière du radiateur ont été démontées, montées sur un trou dans le panneau de contrôle, puis remontées ensemble. Le marquage de sécurité n'était plus valable et le boîtier du radiateur altéré, perdant sa protection contre l'infiltration de liquide. En outre, la découverte suivante a apporté un nouvel éclairage sur la catastrophe de Capron. En examinant le radiateur, les enquêteurs allemands ont trouvé des résidus de liquide rouge à l'intérieur. Dans le jugement du tribunal de Salzbourg, le juge a estimé qu'il s'agissait simplement d'une condensation rougeâtre. Cependant, les enquêteurs voulaient aller au-delà de la simple supposition. Ils ont donc envoyé un échantillon du liquide au labo. Le résultat ? Le liquide rouge était de l'huile hydraulique, une huile hydraulique hautement inflammable qui est interdite dans la construction aéronautique depuis des années en raison du risque d'incendie. Cet indice a conduit à la conclusion que les conduites hydrauliques fuyaient et que l'huile inflammable s'écoulait à l'intérieur du boîtier de l'appareil de chauffage. Elle a touché l'élément chauffant et provoqué un incendie. Qu'en est-il du rapport indiquant que l'élément chauffant s'est détaché et a mis le feu à la paroi arrière en plastique de l'appareil de chauffage ? Pour appuyer cette affirmation, des enquêteurs du centre médico-légal autrichien KTZ ont livré un ventilateur du train jumeau avec l'élément chauffant tordu et touchant la paroi arrière. Les enquêteurs allemands ont mené des recherches rigoureuses. Selon les photographies prises par les enquêteurs autrichiens immédiatement après l'accident, l'élément chauffant était intact et à une distance de sécurité de la paroi noire en plastique. Ils ont conclu que, lors de l'inspection, quelqu'un avait manipulé l'élément chauffant en le pliant vers la paroi arrière du boîtier. Sur la base de toutes les preuves, les enquêteurs allemands ont abandonné l'affaire contre Fakir.
Ils ont aussi noté que, selon le verdict du tribunal autrichien, l'incendie aurait difficilement pu se produire. Un incendie pourrait survenir si de l'huile hydraulique était présente dans le radiateur soufflant. Ils ont également accusé leurs collègues autrichiens du centre KTZ d'avoir été négligents dans l'enquête, et pire encore, d'avoir manipulé les preuves. Les inspecteurs allemands refusaient tôt de laisser l'affaire se tasser si facilement. Ainsi, en 2008, ils ont porté plainte contre 4 experts autrichiens pour manipulation de preuves. Eva Denninger-Soria, la procureure qui avait déposé les premières accusations en 2000, voulait s'occuper de l'affaire, mais le ministère de la Justice l'a déclarée partiale. Finalement, au printemps 2009, l'affaire a été reprise par le parquet de Linz, dont le procureur a mené une audition sans grande conviction des experts mis en cause. Après 4 mois de coordination de la décision avec le ministère responsable, le procureur de Linz a classé sans suite les 4 procédures. L'État autrichien ainsi que Glad-Schurbonne et Kaprun AG semblaient s'en être tirés. Ils n'ont jamais admis leur responsabilité dans la catastrophe de Kaprun. Au lieu de cela, ils ont tenté d'apaiser la colère des familles endeuillées avec une indemnisation d'assurance totalisant 13,9 millions d'euros. 80 d'entre eux restent déterminés à tout faire pour trouver le responsable de la mort de leurs proches. Après l'accident, le gouvernement a instauré de nouvelles règles pour renforcer la sécurité des passagers dans les funiculaires. L'Autriche allait enfin atteindre les normes établies par la France et la Suisse 12 ans avant l'accident de Kaprun. Le tunnel de Kaprun a été scellé après la tragédie. Les rails et les 2 gares ont été retirés. Aujourd'hui, un mémorial sur le site rappelle une tragédie qui aurait pu être évitée. Regardez ensuite cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci de mettre un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.